Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast. Je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, des outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, annotez et partagez autant que vous voudrez. Bonjour, c'est Valérie Demont. Bienvenue dans From Roots to Heaven, dans ce nouvel épisode. Je me suis rendue à Cressier, chez Egerpompe, pour rencontrer Michel Grimm, qui est responsable du business development de cette entreprise et qui est aussi le petit-fils du propriétaire. Comme il voyage beaucoup, moi j'avais envie de l'interviewer sur son équilibre de vie et la gestion de ses déplacements. C'était mon idée principale quand je l'ai contacté. Et quand je lui ai envoyé les questions que j'avais envie de lui poser, il m'a dit « J'ai des choses à te raconter ». Et puis on a dû déplacer notre rendez-vous au moins 3 fois. Et il faut croire que ce n'était pas le bon moment. Quand on s'est vu en off, juste avant de commencer à enregistrer, il s'est passé vraiment plein de choses. On s'est reconnus sur des ressentis par rapport à des vécus qu'on a eus. Et je pense dans cet épisode, il se passe des choses un peu impalpables. En tout cas, ouais, c'était vraiment un épisode hors du commun pour moi, avec beaucoup, beaucoup de proximité, de transparence, de confiance, de confidence. Voilà, donc je ne veux pas spoiler. Et donc, je vous laisse découvrir notre discussion. Je tiens juste simplement à remercier la vie d'avoir mis Michel sur mon chemin. Et surtout à Michel pour m'avoir accordé du temps et avoir été tellement sincère dans nos échanges. C'était vraiment un merveilleux moment et j'espère que vous aurez énormément de plaisir à l'écouter. Donc bonjour, c'est Valérie Demont. Je suis heureuse de tous vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode de From Roots to Heaven. Je suis avec Michel Grimm, qui est copropriétaire de Émile Heger à Cressier, pas à Cressier, à Cressier, donc dans le canton de Neuchâtel. Et il est responsable du business development. Avec Michel, on s'est rencontrés dans une formation que j'animais chez Remondi Formation il y a quelques années, sauf erreur. Et puis, je me suis dit que ça serait vraiment bien que vous entendiez Michel et vous verrez pourquoi tout au long de cette interview. Je vous garde la surprise. Michel, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour Valérie, merci. Est-ce que tu veux rapidement te présenter, raconter un petit peu ton parcours ? Oui, bien volontiers. Alors Michel Grimm, j'ai 57 ans. Je travaille dans une entreprise familiale, donc l'entreprise Émile Heger. Émile Heger était mon grand-père. Et puis j'ai rejoint l'entreprise il y a 30 ans. J'ai fait un apprentissage de mécanicien avant, suivi d'un technicum comme ingénieur électronicien. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé dans une start-up déjà à l'époque, 4 ans avant de venir ici dans l'entreprise. Notre produit, on vend des pompes, on fabrique des pompes. Donc, on pompe des liquides. Ouais, donc pompe genre step d'épuration. Exactement, ouais. Donc on pompe tout sauf de l'eau propre parce que c'est trop facile pour nous. Donc on va nous retrouver en épuration, on va nous retrouver en chimie, on va nous retrouver sur des tas de processus, des vieux processus qui travaillent toujours, il y aura toujours des pompes, c'est ça qui est bien. On a aussi des nouvelles technologies aujourd'hui avec certaines entreprises où on absorbe les fumées pour absorber le CO2, pour refaire d'autres choses derrière. Donc, il y a des nouvelles technologies aussi, où il y a même les nouvelles technologies en besoin de pompes. Donc, c'est green. Voilà, exactement. Okay. Excellent. Peut-être encore sur l'entreprise, on a 400 personnes, 14 succursales, dont une grosse en Inde, une grosse en Chine. J'y viendrai après dessus. Quand tu dis grosse, c'est combien Alors, en de Inde, on a 80 personnes. Ouais. Et puis en Chine, 10 personnes, mais point de vue chiffre d'affaires, c'est un beau morceau. Oui, je pense, c'est dingue, 10 personnes qui font un beau chiffre d'affaires. Ouais. On en reparlera tout à l'heure alors. Donc toi, tu es responsable en fait du business development chez Émile Heger. Ça veut dire quoi en fait ? Alors, c'est un peu une activité que je faisais avant. Dès que je suis rentré dans l'entreprise, j'ai fait un peu à la japonaise. J'ai passé partout dans l'entreprise. C'était mon oncle qui était CEO. Ouais. Il y avait des responsables, différents responsables. Donc moi, je suis rentré un tout petit peu en parallèle. J'ai été en Allemagne dès qu'il y a eu la chute du mur. J'ai pu faire 1 année et demie en Allemagne juste à l'époque de la chute du mur. On avait plein de clients en Allemagne de l'Est qu'on a pu aller revisiter, qui connaissaient mon grand-père. Excellent. Donc ça m'a permis de voir un peu tout le fonctionnement de l'entreprise.
Et puis très vite, ma force c'est clairement la vente, le contact avec les clients. Donc très vite, j'ai vu que c'était là où je pouvais apporter. Et jusqu'en 2004, c'était ma partie d'aller visiter les gros clients comme copropriétaires en disant qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous. Et la force, vu qu'on est une entreprise familiale indépendante, on prend des décisions à long terme. On n'a pas des actionnaires qui disent je veux un retour dans une année. On peut dire aux clients vous développez un nouveau processus chimique, une nouvelle technologie. Nous, on vous fournit les pompes. Mais pendant les 10 prochaines années, vous savez qu'on est toujours là avec vous et à travailler avec vous. Et ça, c'est la force de l'entreprise. Du coup, ça veut dire qu'en fait, les pompes, elles ont, il y a du service après-vente à faire sur les pompes, ou bien vous les remplacez, ou elles durent 10 ans. On fait du sur-mesure. C'est-à-dire, typiquement, le client aura une pompe standard qui va poser des problèmes. Et nous, on va aller chez lui ensuite pour lui dire, OK, ça, c'est les problèmes que vous avez. C'est peut-être aussi des problèmes de processus, des problèmes d'installation. C'est pas seulement la pompe elle-même. Et on va lui faire une pompe sur mesure pour résoudre complètement ces problèmes. Donc, on a fait des pompes, par exemple, pour Ford, pour les traitements des carrosseries, où la spécification était 2 ans sans maintenance. Donc, la pompe, on ne la touche pas, on ne veut pas s'en occuper pendant 2 ans, elle doit marcher, c'est une garantie. Après, on fera ce que vous voulez. Les pompes, elles ont marché 12 ans avant qu'ils aient commencé à les toucher. Mais bon, alors là, je vais sortir des questions que j'avais prévues. Mais comment vous, enfin, tu vois, au niveau de l'ingénierie, de la fabrication, comment vous êtes sûr que ça marchera pendant 2 ans et que vous pouvez garantir ça? Alors, on peut se mouiller, je veux dire, à quelque part, c'est un dialogue, il faut être à table, il faut que tout le monde joue le jeu, mettre toute la problématique sur la table. Dans le cas de Ford, c'était près de Liverpool. On avait tout prévu, sauf qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du graissage des pompes, qui avait la nuque qui commençait au bas des oreilles, donc il réfléchissait pas trop. Donc la première chose, dès qu'il était graissé, il a rempli le corps de pompe jusqu'à ce que la graisse sorte des deux côtés. Donc il a mis en tout cas 30 kilos de graisse dans le corps de pompe, alors qu'il fallait mettre quelques grammes. Donc les roulements ont cassé. Donc on a dû remplacer les roulements sur un prototype qu'on avait livré. Les prochaines, on a livré sans graisseur avec un graissage à vie pour résoudre ce problème-là. Donc normalement, il y a toujours un prototype où on essaye de valider si on a vraiment tout compris. Puis ensuite, on va sur l'application finale. Ah, donc, excellent. Bon, c'est un procédé qui a l'air assez intéressant. Je crois que je vais commencer à travailler comme ça aussi, avec des prototypes, des phases tests et tout. Des fois, on n'a pas le choix. Non, mais c'est bien, quoi. Et moi, je pense qu'il y a une jolie prise de risque quand même. Alors je pense que ça fait partie. On ne peut pas développer aujourd'hui quelque chose sans prendre aussi certains risques de temps en temps. Mais ça veut dire que ton client, il doit être hyper transparent avec toi sur tous ces procédés, sur tous les liquides qui vont passer à l'intérieur. Alors c'est aussi à nous d'être curieux. Il faut aussi savoir, parce qu'il faut savoir poser les bonnes questions. Il faut amener les gens en confiance qui parlent de tout. Ce qui est plus facile dès que quelqu'un vient te voir parce qu'il a un problème. Il sait qu'il vient chercher de l'aide. Vu qu'il vient chercher de l'aide, il est ouvert à discuter de tout, ce qui n'est pas le cas au début, normalement. Et vous, du coup, vous êtes reconnu pour ça, en fait, pour cette spécialité. On est typiquement dans le monde entier. Les gens savent que là, j'ai vraiment un problème de pompe, je viens chez Heger. Ah ouais, parce que tu regardes sur le site internet, on voit que vous êtes vraiment présent partout, quoi. Alors, on n'est pas leader. On n'a que des petites choses un peu partout, mais on est partout. Mais bon, vous êtes 400 quand même, quoi. Tu vois, c'est déjà pas mal, il me semble. Donc toi, en fait, t'es quand même vachement en déplacement. Oui, alors c'était énormément. J'ai dû calmer un tout petit peu depuis 2004 parce qu'en 2004, j'ai pris la succession de mon oncle comme CEO. Donc je me suis retrouvé avec beaucoup d'opérationnel, beaucoup de gestion ici. Mais donc 2004-2008, très facile. Ça boomait, n'importe quelle entreprise. Fallait pas être vraiment bon pour faire marcher à cette époque-là une entreprise. 2008, Lehman Brothers, la crise. Première grosse crise pour moi, je n'avais pas connu ça. Donc, tout d'un coup, ça freine, il manque du chiffre d'affaires, chômage partiel, faut licencier, on a dû licencier. C'était aussi les premiers licenciements, tu as tellement boomé sur des longues années, il y en a qui en ont profité aussi, et puis c'est un peu plus tu les tires, c'est pas des gens qui poussent, puis pour finir, là, on pouvait pas s'en permettre pour le reste des employés. Donc, on a dû licencier, mais on n'a jamais dû aller dans des licenciements qui font vraiment mal, où là, c'est des gens t'aurais aimé garder puis que tu peux pas garder. Bon, c'est déjà mais ça fait rien, ça te périsse moralement, c'est quand même dur, etc. Donc, on était en Inde déjà parce qu'on avait des problèmes, on fait des petites séries et des fonderies. Donc, la seule chose qu'on fait pas chez nous, c'est couler la pièce. Et ça, on le fait à l'extérieur, c'est en Suisse, en Europe, etc. Mais ils étaient de moins en moins intéressés aux petites séries qu'on avait. Ils voulaient des grandes séries. Donc, on était en Inde, pas pour être moins cher, mais pour obtenir de la fonte de qualité en utilisant un autre processus de coulée.
Et en somme, on a commencé 2004. Et 2010, 2011, ben, on a eu vraiment cet apport de l'Inde à ce moment-là. Ce n'était pas une délocalisation. Donc, les gens ont vu ici, c'est un ajout. C'est un ajout et ça a bien joué. Et puis, j'ai tapé, je suis dans le caractère comme ça. Moi, j'étais no limits. Je travaillais énormément d'heures, énormément de déplacements. Je faisais de l'ultra. En plus, je fais du sport, donc de l'ultra, de la course à pied, mais des très longues distances. Parce que c'était une activité physique qui me permettait d'équilibrer. J'ai la chance à côté d'avoir une famille, une femme, 3 enfants. Maintenant, je suis grand-papa, donc mais un équilibre qui était bien là, qui me permettait de m'investir très fortement au travail. Jusqu'en 2011, et puis 2011, j'ai fait un burn-out. Et puis le burn-out, je m'en suis rendu compte. L'activité physique, j'avais plus du tout les mêmes performances, ça allait pas. J'étais pas bon, j'étais tout le temps concerné, j'arrivais plus à prendre de la distance. Donc, et là, j'ai dû remettre toute mon organisation et ma manière de travailler en question. Hein. Et donc, du coup, concrètement, tu as fait quoi? Donc, tu as vécu ça, tu as ressenti tu t'es dit, bon, il y a un truc qui fonctionne pas dans mon corps, donc il se passe quelque chose qui est pas juste. J'imagine tu vas chez le médecin, tu prends des médicaments. Alors, j'étais, moi, déjà à caractère, tout d'un coup, plusieurs personnes m'ont dit, Michel, il te faut aller chez un psychiatre. Je suis un psychiatre, ils sont plus malades que moi, j'ai pas besoin d'y aller, donc j'avais pas du tout le caractère à aller comme ça. Et je suis tombé sur un très bon qui m'a écouté une demi-heure, il m'a posé une question, j'ai chialé comme un gamin. Ouais. Et là, j'ai réalisé que ça allait vraiment pas, mais je pouvais pas arrêter de travailler. C'était 400 employés et tout, et j'avais l'équipe autour de moi, était une équipe d'exécutants. J'avais personne qui était autour de moi, c'était comme ça que ça s'était fait. Ouais. C'est aussi comme ça que fonctionnaient beaucoup d'entreprises avant. Il y a le patriarche et tout le monde qui suivait. Mais seulement dès que le patriarche, tout d'un coup, il est plus performant, j'avais pas du tout l'équipe à côté pour suivre. Donc j'ai pris des médicaments, j'ai continué à travailler et j'ai dû reconstruire toute l'équipe pour avoir des gens qui me soutiennent et qui m'aident à avancer. Et ça a duré 4 ans de construction jusqu'en 2015 où j'ai pu reprendre un CEO qui a repris toute la partie. Ouais. Donc j'ai laissé mon poste de CEO à M. Krenbuhl. Et moi, j'ai pu, à ce moment-là, rebasculer sur ce travail que j'aimais beaucoup faire, en m'occupant de tout ce qui est hors Europe et surtout du business développement chez des clients clés. Du coup, toi, tu vis comment le fait d'être petit-fils du fondateur et de laisser ta place, tu vois, de dirigeant à quelqu'un d'externe? Et alors, je pense qu'il y a un côté un peu soulagement et enfin, je vais pouvoir retourner à faire ce que j'aime et voilà, et l'opérationnel, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Mais du coup, tu as un peu moins d'implication dans l'entreprise et tu vis ça difficilement ou alors, alors c'est déjà dès que tout d'un coup, pour la première fois, tu tapes dans tes limites, elles sont là, tu dois les réaliser. Voilà. Malheureusement, tu n'es pas à nos limites. Tout d'un coup, ça freine. Et d'abord, il faut apprendre à la reconnaître, à reconnaître comment les gérer. Puis ensuite, c'est évident qu'on ne peut plus tout faire. Au moment où on a accepté ça, on réalise qu'on ne peut plus tout faire. Alors après, il y a le raisonnement, qu'est-ce que je fais vraiment bien, où j'ai du plaisir. Et puis, peut-être qu'un autre pourrait mieux le faire que moi. C'est ça. Et dans une entreprise familiale, on est souvent aveugle parce qu'on vit en autarcie chez nous. On bosse bien, tout le monde se donne à fond, mais il y a des choses qu'on n'a pas apprises. Moi, je n'ai pas fait un MBA, je n'ai pas fait des tas de choses qui m'auraient peut-être aidé. Je n'ai pas eu le temps. C'est comme ça que ça s'est donné. Donc, de prendre tout d'un coup quelqu'un qui a une très grosse expérience, un très gros bagage ailleurs, et de ramener ce bagage dans l'entreprise familiale, c'est une chance pour l'entreprise familiale. C'est un apport parce que c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu apporter, donc on va être plus fort à l'avenir. Donc, rien que pour ça, ce n'est pas seulement un soulagement personnel. C'est aussi une chance pour moi, parce que moi j'apprends des tas de choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement, et pour toute l'équipe. Parce qu'on sait qu'après ça, à la place d'en avoir une faiblesse et d'en avoir souffert, on arrivera à construire quelque chose qui est encore plus fort après qu'avant. Ouais. Et puis je vois qu'à un moment donné, tu étais suffisamment smart pour te dire, moi je peux plus tout faire. Alors après, c'est peut-être aussi une question de physique, hein, tu vois, tu te rends compte ou d'espace-temps, tu te dis c'est plus possible. Et je suis assez intelligent pour le reconnaître et me dire, j'ai besoin de quelle force, parce que moi, je ne suis pas suffisamment douée, je peux le faire, mais pas aussi bien que quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai besoin de quelle force.
Et ça, je trouve que ça, c'est juste génial pour la pérennité de l'entreprise, d'arriver à prendre suffisamment de recul pour se désimpliquer un peu, surtout quand il y a cette émotion par rapport à l'entreprise familiale. Alors, tu n'as pas le choix. Je veux dire, à quelque part, c'est 400 familles, c'est 400 employés, 400 familles. Ouais. Tu peux pas. Moi, j'ai pris des engagements dès que j'ai construit Egerinde. Aujourd'hui, c'est 80 personnes, c'est 80 papes. C'est des engagements c'est comme une famille. Ouais. Je peux pas laisser tomber ça. Donc, il me faut de l'aide. Il me faut simplement de l'aide. Tu dois reconnaître que là, il faut ramener du monde, il faut ramener des gens avec de l'expérience qui sont capables de prendre des décisions, de me challenger, de me dire non aussi. Certaines fois, j'ai dû aussi apprendre à ce qu'on puisse me dire non de temps en temps. Ça doit pas être facile. Mais dès qu'on voit c'est le seul moyen d'assurer d'avancer correctement en période de crise. Depuis 2009, on n'a pas arrêté. L'industrie en Suisse n'a pas arrêté de ramasser une baffe derrière l'autre. 2015, l'euro, et c'est pas fini. On n'était pas du tout préparé à ça. Ouais. Ma structure n'était pas du tout préparée à ça parce qu'on n'a jamais connu ça depuis de très longues années. Dans les années 70-80, oui, mais depuis, il n'y avait plus. Ouais, non, c'est clair. Et là, aujourd'hui, on doit avoir une structure de crise avec des gens qui sont réactifs et qui apportent. Donc, ce qu'on exige aujourd'hui d'une PME familiale et donc de sa direction et de ses propriétaires, c'est tout autre chose un peu de ce que tu étais exigé à l'époque. Oui, non, c'est clair. Quand tu peux plus diriger comme... tu vois, la notion de patriarche, comme tu disais tout à l'heure, ça n'existe plus maintenant. Enfin, il faut être tellement réactif et avoir tellement de compétences. Quoi. Ouais, ça. T'es plus patron comme tu étais à l'époque en sachant faire ton métier puis un peu gérer des gens. Quoi. C'est plus possible. Quoi. Alors, rien qu'avec la digitalisation. Quoi. Exactement. Ouais. Et je m'écarte encore de ce que j'ai prévu de te poser comme question. Du coup, comment vous vous préparez, tu vois, parce que, tu l'as dit, c'est pas fini, hein, il va se passer encore certainement plein de choses. Comment, à l'intérieur de l'entreprise, tu vois, avec tes collègues de la direction ou les autres, hein, vous vous préparez à être beaucoup plus peut-être flexible ou réactif à ce qui peut éventuellement se produire, quoi. Alors, d'un point de vue marché. La décision du 15 janvier 2015, personne ne pouvait la prévoir. Je veux dire, voilà, on l'a subi. Hein, on n'a aucune influence dessus. On l'a subi. On exporte 75% de notre produit. C'est presque tout en euros. Les salaires, c'est 50%. Ils sont en francs suisses. Ouais. Tu l'as dans l'os, quoi. On n'a pas 15% de marge dans les produits qu'on fait. Donc voilà. Donc on était obligatoirement dans le rouge en 2015. Ouais. On a pu serrer les boulons encore à plein de places, mais on avait déjà commencé à serrer les boulons en 2009. Ouais. Hein, l'euro a passé d'un 6 après la parité. Ouais. Donc, mais tout d'un coup, tu arrives un peu au bout de ce que tu peux faire. Donc, c'est clair qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire en Suisse. Heureusement, on avait l'Inde. L'Inde s'est bien développée. Ouais. Parce que le mixte fait qu'on arrive encore à être compétitif. Mais sans l'Inde, aujourd'hui, on ne pourrait plus être compétitif. Et toi, tu disais que vous êtes allé en Inde initialement pour chercher la qualité, une qualité autre que ce qui se fondait ici en Suisse. Tu arrives à retrouver cette qualité-là à un prix qui est hyper compétitif. Oui, tout à fait. Alors, en plus, l'Inde a le même problème. Aujourd'hui, on a 80 personnes en Inde. Ouais. Je ne veux pas qu'ils dépendent que de Cressier. Ouais. Parce que si nous, on reprend un coup avec l'euro, alors ok, mais au moins ces 80 emplois-là, ils doivent être sûrs. Donc, ils ont développé leurs propres produits, ils vendent leurs propres produits en Inde, qu'ils fabriquent chez eux. Et pour eux, ça leur permet d'être beaucoup moins dépendants. Ouais. Et nous, ça nous permet d'être sûrs que ce qu'ils font est compétitif, parce que ça, ils n'arriveraient pas à vendre leurs produits. Donc, le mixte est juste, mais on a dû leur donner cette liberté de façon en disant, nous, on ne peut pas vous garantir depuis la Suisse que la substance pour l'avenir, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que nous, on vous demande et ce que vous faites vous. Ouais. Et puis, pour revenir un tout petit peu à ta question, on a été chercher la qualité, mais c'est une qualité qu'on n'aurait pas pu se payer avant ici. Ouais. Parce que les prix auraient été... On n'est pas dans un marché qui nous permet ça. Ouais. Aujourd'hui, on peut l'offrir à nos clients au même prix qu'avant. Simplement parce qu'on a changé de qualité, ce qui nous a permis ce qui a permis aussi à nos clients d'accepter et de comprendre pourquoi on était en Inde. Hein, parce qu'ils voyaient aujourd'hui la qualité des pièces, ils le reconnaissaient eux-mêmes. Il y a 15 ans, on n'a jamais eu ça. Mais nous, on n'avait pas les pièces coulées de cette qualité, on n'y arrivait pas. Ouais, alors bon, moi je connais pas assez le domaine des fonderies, tu vois. J'ai grandi à Moudon, donc je connais. Quand même. Je vois, mais je vois, tu vois les bouches d'égout, quoi. Ouais. Mais et puis de temps en temps à d'autres endroits, tu vois. Mais du coup, il y a plus de fonderie à Moudon, quoi. Donc, depuis déjà longtemps. Ouais. Donc après, j'arrive pas à me rendre compte. C'est un de nos fournisseurs. Voilà.
Mais j'arrive pas à me rendre compte, tu vois, s'il y avait 10 fonderies ou 50 fonderies en Suisse, ou s'il en reste 2, ou s'il y en a encore 15, quoi. Tu vois, c'est un marché que je connais pas du tout, quoi. Ouais. Donc, je trouve intelligent pour son business de trouver d'autres solutions à un moment donné, quoi. Je pense que c'est le seul moyen de se développer, de survivre et se développer. Ouais. Celui qui remet pas tout le temps en question sa manière de travailler, sa manière comme il est organisé et tout, ça va un petit moment, mais aujourd'hui, ça va pas longtemps. Ouais, c'est ça, je pense. Donc, nos clients, ils bougent aussi. Nos clients, avant, on vivait de l'Europe. Depuis plusieurs années, c'est beaucoup la Chine. Pourquoi ? Parce que c'est là que les investissements principaux se font aujourd'hui. C'est là que ça construit, donc c'est là que tu as besoin de pompes. Donc c'est là qu'on doit être. Et donc 2012, 2013, après j'ai déjà attaqué tout de suite la Chine. Et aujourd'hui, on a une équipe de 12 personnes en Chine. Donc c'est un particulier. On a d'abord fait l'Inde pour l'approvisionnement, ensuite la Chine pour la vente. On ne produit pas en Chine. On fait de l'assemblage, etc. Aujourd'hui, j'ai 10 personnes. On va inaugurer dans un mois notre bâtiment à Shanghai avec notre atelier et tout, qu'on a réussi à se payer en 5 ans d'activité par l'équipe. Là, il y a un super travail qui a été fait. C'est pas moi, c'est l'équipe. Et c'est joli parce que c'est toutes des pierres qui sont ajoutées à l'édifice. C'est génial. C'est ça qui est bien. Et donc du coup, l'Inde, la Chine, les autres parties du monde, tu voyages quoi, une fois par mois? Une fois par mois, je suis loin, une semaine par mois. Alors de nouveau, le but, c'est pas faire la même erreur que j'ai fait avant. C'est pas moi qui fais. Moi, j'ai une belle équipe sur place, je challenge un peu, on discute et tout, mais c'est l'équipe qui fait, c'est pas moi qui fait, parce que donc tu vas plus démarcher tous les clients et alors je vais chez des très gros clients, des très gros potentiels. Par exemple, une entreprise comme Lanzatech, que je te parlais avant, qui absorbe ces CO2, qui réduit ces CO2. En Chine, ils ont fait 2 immenses installations, c'est les premières qui sont là. Donc la Chine fait aussi beaucoup maintenant. Point de vue environnement, ils sont obligés. Et en somme, à la place d'émettre du CO2, on fait de l'alcool, puis l'alcool peut être réutilisé dans des carburants de voitures, etc. Excellent. Derrière. On réduit d'un facteur 3 les émissions, donc c'est quand même beaucoup. La première installation va se faire en Belgique, chez Arcelor. La même chose maintenant, l'année prochaine, on va équiper toutes les pompes là-bas. Donc c'est en train de venir ailleurs. Mais c'est la première fois que je vais pas dans une usine chimique avec des produits, mais c'est des laboratoires, salle blanche, on développe des processus et il faut appliquer derrière. Et le problème qu'il y a, c'est des fermentations. Donc c'est un principe de fermentation et ça dégage du gaz. Et on est les seuls pompistes dans le monde qui est capable de pomper des liquides fortement aérés. Avec des solides. Donc on a du solide, on a du liquide et on a du gaz dedans et on doit pomper ça. Bon, là, vous avez un super avantage compétitif, du coup. Exactement. En plus, donc, avec la tendance verte, écolo et tout qu'on c'est une belle carte de visite, parce que on est souvent dans des endroits très pollués, parce que c'est là qu'il y a la grosse industrie. Donc, mais alors, toi, comment tu gères? Bon, alors, j'ai plusieurs questions, parce qu'il y a le décalage horaire. Si tu voyages moins, je pense que ton corps, il prend moins, mais quand même, quoi, c'est... Alors, j'ai le sommeil facile, donc c'est pas trop un problème. C'est surtout, je pense, c'est un travail que tu dois accepter. Tu dois tout de suite te mettre à l'heure de l'endroit. Et puis dès que tu arrives, dès que je pars ici à 1h de l'après-midi, j'arrive à 7h du matin à Shanghai. Tu as dormi peut-être 2-3 heures dans l'avion, tu n'as pas obligatoirement bien dormi. Tu bosses toute ta journée, mais tu bosses toute la journée, donc tu n'as pas le temps de réfléchir, tu es un peu fatigué. Puis le soir, tu vas manger, tu bois peut-être une bière, tu vas te coucher, tu dors, quoi. Donc, Et comment tu gères le relationnel avec tes clients? Parce que c'est des cultures qui sont différentes. Alors, comment ça se passe? Vous avez des interprètes ou Alors moi, je ne suis pas du tout habitué au podcast. C'est mon premier. Je ne suis pas du tout habitué. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Je suis un peu la vieille école. Moi, j'aime bien m'asseoir à table avec les gens. Donc, dès que je vais à quelque part, je suis curieux, on n'est pas chez soi, on est chez eux. Donc, faut être curieux, faut écouter. Il y a des choses qu'on fait chez nous, il y a des choses qu'on ne fait pas chez eux. Puis après, on peut discuter aussi, leur apprendre aussi. Par exemple, en Chine, ils ont l'habitude de te servir énormément à manger. Parce qu'un bon hôte, il te donne trop à manger. Mais tu n'es pas obligé de tout manger. Alors, c'est justement le problème. Moi, mon éducation depuis gamin, on finit son assiette. C'est ça. Et chez eux, il ne faut surtout pas finir l'assiette parce que ça veut dire qu'ils ne t'ont pas donné assez à manger. Oh mon Dieu. Donc, moi, je voyais toute cette nourriture qui était sur cette table, ça me faisait mal au cœur. Mais comment t'es arrivé à... tu commences à en discuter et tu leur dis, mais tout d'un coup, tu leur expliques comment est ton éducation. Chez nous, la nourriture, c'est quelque chose de précieux, donc on l'a fini.
En plus, en Inde, c'est encore Mais une autre problématique. Ouais. Donc, tu leur dis, mais moi, je peux pas, j'ai de la peine là, j'ai de la peine dès que je vois sortir de table. Alors maintenant, aujourd'hui, eux, ils ont évolué, ils prennent ça à la maison. Ok. Ils font aussi des Ouais. doggy bags, ils prennent à la maison, Ouais. puis comme ça, ils mangent les restes. Ouais, parce ils que c'est savent. dommage. Et puis, ils ont aussi appris ça. Alors, en Inde, j'ai eu la situation où c'était les grands-parents qui venaient te servir. Parce qu'en Inde, dès que tu es invité à quelque part, c'est toute la famille qui doit te servir. Donc, tu es tout seul à table et tu as tout le monde qui tourne autour pour te servir. Oh mon Dieu. Alors, c'était instantané. La table, c'est l'endroit de dialogue. Bah, ouais, c'est ça. Donc, moi, je peux pas manger comme ça. Je peux pas manger. Avec des personnes de 80 ans, 70, 80 ans qui te passent derrière pour te servir, je peux pas. Non, je pense donc, que ça te coupe direct. On s'asseye tous à table et puis on mange tous ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont gardé cette habitude de s'asseoir à table et de manger. Ouais. Alors, tu peux... Mais d'abord, tu dois écouter, tu dois comprendre pourquoi ils le font. Ouais. Et puis ensuite, expliquer Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est génial. Et puis, point de vue humain, enfin, je veux dire, du coup, tu crées des super relations, en fait, avec tes clients. Comme ça. Oui, ça devient de l'amitié. C'est pas seulement du business, c'est de l'amitié. Donc, mais ça se construit. Ouais, c'est clair. Du coup, combien de temps tu dis, enfin, voilà. Bon, déjà, je pense que tu signes pas un client pour des pompes à je sais pas combien de... Alors, tu sais, en Chine... en claquant des doigts, quoi. Oui, mais en Chine, des fois, c'est intéressant. Tu vas, tu fais une offre. J'ai eu le cas à Taïwan. Alors, Taïwan est un peu particulier parce que c'est des gens qui ont quand même une bonne éducation, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Et on était pour une affaire qui est pour plus d'1 million de francs. Donc, pour nous, c'était quand même déjà une grosse affaire. Ouais. Et on a été discuté techniquement avec les ingénieurs, mais c'était une entreprise familiale de 30 000 personnes. Donc le soir, on soupait avec les 2 frères. Il y en a un qui fait la finance et l'autre qui fait la technique. Okay. Et on s'est assis à table, donc la table ronde. Comme c'est à Taïwan, tu as le repas et tu as le kanpei avec les verres de whisky. Donc tu te regardes dans les yeux, c'est cul sec, le verre de whisky, tu le poses. Alors ils étaient 8, on était 2, donc première chose, écoutez, nous on est que 2, vous êtes 8, donc on le fait tous ensemble. Parce que sinon ça peut pas aller. Et puis on a passé toute la soirée à discuter un peu technique, mais surtout pas de l'affaire, surtout pas de notre offre, surtout pas de nous. Il y avait des questions un peu sur l'entreprise, sur la famille, etc. Ouais. Puis à la fin, il a refait kanpei. Il est levé, il est parti parce qu'après eux ils vont dans des clubs, etc. Où c'est pas tout à fait la même chose que nous, on aime bien passer nos soirées. Ouais. Et puis on arrive dans le bus, et puis l'ingénieur, il me dit tout content, alors vous êtes content? Puis je dis ouais, j'ai passé une belle soirée. Non mais vous êtes content? Je dis ouais, mais vous avez la commande, on peut signer les papiers demain. Puis mais je dis, on n'a même pas discuté de commercial, on n'a pas discuté. Il a dit si, il a fait, ça veut dire qu'il vous a accepté comme fournisseur, il a accepté votre offre, demain on peut signer les papiers. Et ça fait 12 ans qu'on travaille avec ce client et qu'on fait entre 1,5 million et 1 million de chiffre d'affaires, toutes les années. Et tout. Et moi, j'ai eu un problème, on a livré de la fonte qui avait certains défauts, et j'ai dû aller présenter mes excuses. Ouais. J'ai été le voir avec la bouteille de whisky la plus chère que j'ai jamais achetée pour présenter mes excuses. Ouais. Il m'a dit, non, mais je sais que vous êtes derrière, vous allez remplacer tout le matériel, il n'y a pas de discussion, mon équipe m'a dit que c'était super. Ouais. Et c'est comme ça qu'on doit réaliser qu'on n'est pas chez nous, on est chez eux. Donc, si on veut faire du business chez eux, on doit être humble et accepter les différences. Ouais, ça doit être hyper enrichissant. Exactement. Mais tu sais que c'est aussi une richesse après ici. Il y a plein de choses aujourd'hui que je fais différemment. Ah ouais, mais je suis convaincue. Cette manière de... Avant, je donnais, j'étais trop droit. Une réponse, c'était pain. Elle venait droit en face. Et maintenant, puis, tu mets les formes. C'est-à-dire, je laisse une petite porte ouverte quand même que la personne ne perde pas trop la face suivant la bêtise qu'elle a faite. Ouais. De façon à ne pas la tuer tout de suite. Hein. Mais ça, c'est typiquement une culture asiatique. Hein. Tu as vraiment cette culture asiatique où tu ne montres pas une personne du doigt. T'expliques où est le problème, la personne saura très bien que c'est sa responsabilité ou pas. Elle n'a pas été bonne. T'as pas besoin de lui le dire et de la confronter à ça. Oui, parce que je pense qu'elle est déjà assez mal elle-même sans plus rajouter une couche, quoi. Ouais. Non, mais mais je pense que ça a apporté beaucoup de choses. J'ai pu prendre aussi toute mon équipe ici. Ouais. Et en somme, ils ont appris eux aussi énormément grâce à ça. Donc ça enrichit tout le monde, quoi. Et donc toute ton équipe, ça veut dire
gens dans les bureaux ou bien ceux qui sont à Alors la j'ai un prod management team, ou, j'ai une équipe autour ouais. qui est proche, qui elle s'occupe de finances, s'occupe de production, etc. Donc qui sont en collaboration avec l'Inde très souvent. Mais l'Inde est devenue une part de la famille. Ils ont juste une couleur de peau différente, Ouais. mais ils sont, parce qu'on est au sud de l'Inde, Ouais. mais c'est absolument éguerre. J'ai des gens qui vont directement à l'atelier, ils se connaissent, ça travaille ensemble. La chance en Inde, c'est que tout le monde parle anglais. Ouais, Donc la communication est quand même plus facile qu'en Chine. C'est clair. Donc, et ça fait que ça enrichit tout le monde parce que tout le monde voit que ouais, on peut bien travailler ensemble. Ouais, c'est génial. Je veux venir une fois avec toi. À part ça, enfin voilà, tu vas en Inde ou voir tes clients assez régulièrement. Et entre deux, tu es en contact avec eux comment, par mail ou il n'y a pas besoin d'avoir du contact? Alors on utilise beaucoup la vidéoconférence chez nous parce que tu as le visuel plus le parler. Ouais. Le langage corporel est hyper important parce que c'est pas, surtout avec la Chine ou comme ça, tout d'un coup, tu as quand même un peu les mêmes. Eux, c'est la bouche. Nous, c'est la bouche, eux, c'est plus les yeux. Ouais. Hein, donc, tu vois tout d'un coup, j'ai bien compris. Tu t'es formé en profiling, et du puis, coup? Et puis non, mais tu l'apprends. Tu apprends à reconnaître parce que tu es obligé de comprendre un peu comment le message a été reçu pour savoir comment tu vas derrière. Alors, la vidéoconférence a beaucoup aidé. Réseaux sociaux, j'étais venu faire le cours LinkedIn chez toi. Pourquoi LinkedIn? C'est pas pour chercher un job. C'était pour prospecter, parce que c'est un outil aussi fabuleux pour trouver mes BSF, par exemple, un gros client qui s'occupe des pompes, des machines tournantes à Pasadena. Eh ben, on va pouvoir le trouver très facilement. Du coup, et tu le cherches et tu prends contact par LinkedIn ou tu chopes son mail ou juste alors, son nom parce que du coup, tu veux faire un autre circuit. LinkedIn, j'ai un profil. J'ai un profil qui est très limité. Je ne mets pas mes valeurs à moi, je mets mes valeurs de mon équipe en avant, justement pour l'utiliser, pour aller faire un peu de la prospection. C'est un outil, une utilisation un peu détournée. Non, mais c'est top parce que du coup, tu utilises ce qu'on a vu ce jour-là, quoi. Ouais. Et moi, je ne l'utilise pas du tout avant. Et c'est un magnifique outil aussi pour ça, et pas seulement pour... Alors après, oui, moi, je dois cibler mon réseau parce que je ne veux justement pas trop l'agrandir, vu que c'est utilisé pour un but un peu détourné du but primaire de LinkedIn. Ouais, alors, je veux dire, tu as plein de manières d'utiliser LinkedIn, tu vois, mais après, moi, je trouve ça génial parce que du coup, c'est hyper efficace pour toi, quoi. Ouais. Alors que, tu vois, moi qui ai 2000 et quelques personnes dans mon réseau, c'est vachement dilué, je connais pas tout le monde, c'est beaucoup moins qualitatif. Donc, au final, tu vois, moi, je pousse du contenu. Mais maintenant, j'essaye vraiment de chaque personne qui rentre en relation avec moi, de prendre le temps de discuter avec. Donc, je passe autant de temps à gérer mes mails qu'à gérer des discussions sur LinkedIn. Et on parle de tout, de rien. Parce que j'ai besoin de plus de proximité. Parce que 2000 abonnés, c'est super. Ouais, mais voilà. Ça ne sert à rien. Tu vois. Bon nombre, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. Enfin, fondamentalement, c'est cool pour l'ego, mais après, il y en a quoi de plus, quoi. Ouais. Donc moi, pour revenir, comment je gère mes clients? Alors par exemple, on se voit pas souvent, mais dès qu'on se voit vraiment. Hein, donc à ce moment-là, je vais aller, par exemple, je vais dans 3 mois en Inde. On a pris avec Reliance, qui est une entreprise chimiste, un producteur chimique et pétrochimique en Inde. On a pris une première très grosse affaire ensemble. On a livré. Je retourne chez mes clients après pour aller voir est-ce que tout a joué. Comment est-ce qu'on fait la prochaine fois? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien? Qu'est-ce que nous on peut améliorer? Qu'est-ce que eux peuvent aussi changer chez eux? Parce que je dis tout le temps à mon équipe, la première affaire, c'est la plus facile à voir. C'est du papier. La deuxième, c'est celle où on sait la réalité. Oui, parce que vous avez été, en guillemets, mesuré en fait sur votre manière de travailler, évalué. Sur des réalités. Après, on sait, là on était bon, là on n'a pas été bon. Ce qui peut aussi arriver. Donc la prochaine fois, il faudra qu'on gère ça différemment et comment on va le faire. C'est excellent d'aller chercher ce feedback-là. Mais c'est hyper important parce qu'ils t'ont donné la confiance. C'est à toi de remontrer que tu as pris ça au sérieux, que c'est pas quelque chose juste pour un beau nombre, une belle figure, puis ça s'arrête. Ouais, c'est cool, c'est super important ce que tu dis là. Merci beaucoup, parce que je pense que ça va être utile dans tous les business, quoi. Mais je pense à tout le monde, je pense que les gens aussi, on est tous la tête dans le guidon, business. Il faut quand même savoir aussi prendre un petit peu de temps, relations humaines, discuter un petit peu, faire un podcast. Podcast, ouais. Non, mais moi, alors, je suis la première à te dire que le relationnel, et Dieu sait je bosse sur les réseaux sociaux, tu vois, via le digital, mais ce qui se passe comme ça quand on discute, qu'on se regarde dans les yeux, je veux dire, il se passe pas ça en ligne, faut pas rêver, quoi.
plus, il y a une espèce de truc énergétique, chimique, ou je sais pas Ouais, quoi, puis tu nous, vois, on quand est, tu rencontres des je gens. veux dire, même religion, même éducation, enfin, on sort un peu Ouais, du même ouais. milieu, etc. Mais dès que tu voyages, tu arrives dans des situations, c'est totalement différent. Ouais, Donc, c'est ça. si Enfin, tu n'as pas la chance d'être en face, en plus, moi, je suis pas du tout la digital native, hein, je suis bien ouais, avant. ouais. Donc, on n'a pas du tout l'habitude, on n'a pas les bons feelings là-dessus. Donc, on n'y arrive pas. Moi, j'y arrive simplement pas, quoi. Je suis pas bon, là. Ouais, Donc, ouais. Donc, tu es obligé de voir les gens. voilà. Ouais. Ouais. Alors, j'aime pas le téléphone, parce que justement, le téléphone, t'as pas ce body language derrière. Non, Je c'est préfère ça. prendre Ouais, l'avion. Je ouais. préfère prendre l'avion. Ouais. Puis il me dit, bah, je suis là, on doit discuter, il y a quelque chose qui n'a pas joué, un problème qui n'a pas joué. Je prends l'avion, on vient, on s'asseye ensemble. Mais au moins, je suis sûr que dès que je reviens, j'ai vraiment cerné toute la problématique et qu'on ne refait pas 40 mails qui font du ping-pong avec l'insatisfaction qui augmente. C'est plus efficace. Ouais. Parce qu'en plus, après, quand tu écris aussi, enfin voilà, est-ce que c'était ironique? Est-ce que c'était second degré? Est-ce que c'était est-ce que vraiment il y a autant de gravité que ce qui est écrit? Enfin voilà, et Bah, voilà. Après, toi, tu l'interprètes comme tu as envie aussi, alors que ça peut être envoyé comme ça. Sur l'humeur du moment en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Chez nous, les smileys, on joue avec la bouche. Ouais. Mais t'envoies un smile avec la bouche, t'es sûr qu'en Chine, ils comprennent pas. Ouais. Eux, c'est les yeux qui sourient ou les yeux qui pleurent. Donc, et les smileys sont complètement différents. Excellent. Donc, il y a des choses, tu dis ok. Ouais. Mais après, à l'interne ici, est-ce que pour toi, dans ta manière de gérer ton équipe, c'est hyper important de se voir? Enfin, vous faites des séances, vous faites du one-to-one? Oui. Oui. Alors, la jeune génération est plus habituée aux mails, etc. Ouais, c'est ça. Non, on essaye, on tourne, on est une entreprise encore humaine, c'est une dimension humaine. Donc on se connaît, on connaît les gens, dès qu'on va, on connaît pas seulement ce qu'ils font comme travail, on connaît aussi un peu leur situation familiale, ou etc. Donc ce qui permet d'échanger aussi sur d'autres choses, et puis dans ce relationnel-là. Ce qui n'est pas toujours facile dès que tu voyages beaucoup, parce que dès que tu reviens, il y a des choses qui sont passées que tu n'as pas obligatoirement suivies, c'est ça. puis tu reviens souvent avec du travail. Tu reviens pas les mains vides, donc tu as aussi plein de choses à faire. Donc pour ça, maintenant, la solution pour moi, c'est parfait parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'occupe, qui est là, qui est aussi disponible, et puis on est très complémentaires ensemble. Donc il a 62 ans, il a encore 3 ans avant de prendre sa retraite. Donc c'est vraiment, il veut donner, c'est pas quelqu'un qui veut prendre pour lui et sa carrière, etc. après. Donc on arrive à vraiment un échange qui est très enrichissant pour tout le monde et pour l'entreprise. C'est juste génial que tu trouves une solution comme ça. Ouais, il faut trouver aussi la personne, faut être prêt à l'accepter. Ouais, c'est clair. La personne. Donc, toi, est-ce que tu as, tu vois, je sais pas, j'imagine que tout d'un coup, il y a une pompe qui marche pas, il y a un souci avec un client, enfin voilà. Tu reçois un mail ou un téléphone, ou voilà, tu es informé, et comment tu gères tu vois, pour pas péter un câble, ou pour pas t'énerver, ou tu vois, les tracas du quotidien. T'as un truc pour gérer, pour prendre la distance, et puis pour dire ok, attends, je souffle 2 minutes avant de répondre. Alors aujourd'hui, j'ai dû l'apprendre. Depuis 2000 ans, j'ai dû l'apprendre parce que c'était la clé. Le problème du burn-out, c'est que tu n'arrives plus à prendre de distance. Tu es tout le temps impliqué. T'es pas bon, tu es impliqué, et tu n'as pas le temps de réfléchir correctement. Donc en prenant de la distance aujourd'hui, j'ai une équipe qui gère mieux que j'avais à l'époque. Donc il y a moins qui me tombent sur le bureau. J'ai l'avantage, on est une entreprise, on vend un produit technique, mon background est très technique. Donc je ne suis pas financier, j'ai besoin de bons financiers derrière et tout, mais c'est pas là que l'entreprise est forte. Donc au moment où quelqu'un vient se plaindre du produit, je comprends tout de suite, c'est déjà un peu plus simple. Puis après, j'ai toujours le sport, j'ai la famille et le sport, donc tout d'un coup, je n'ai ras le cul, ça arrive aussi. Je prends mes souliers, je vais courir 1 heure. Dans la forêt, elle est magnifique en ce moment avec les feuilles et tout. Beau, tu reviens. Tu as souvent trouvé la solution parce que tu as pris un break, tu reviens et tu sais tout de suite comment, à la place d'être dedans et le soir de ramener ça à la maison, non, tu ramènes à la maison une solution et pas un problème. Ce qui fait que aussi j'ai dû apprendre avec les enfants, dès que tu es souvent loin, tu reviens, la famille elle a besoin de toi, elle veut te voir, c'est normal, mais toi tu n'es pas encore prêt à la voir. Et on a dû trouver tout un équilibre en leur disant maintenant moi je vais courir 1 heure. Parce que tu as besoin de vider. C'est pas parce que je suis arrivé maintenant, j'ai posé mes valises maintenant, que je suis dispo. Non, je vais courir 1 heure, dans 1 heure, je suis dispo pour vous. Une douche et je suis dispo pour vous. Et au moment où on a compris ça, c'est beaucoup plus facile, le relationnel aussi, dans l'équilibre familial, etc. Mais tu vois, j'étais chez une personne il y a 10 jours qui me disait, alors pas pour refaire du podcast, mais qui me disait,
la famille, c'est comme une entreprise aussi. Alors, forcément qu'on parlait de business. Alors, il n'y a pas l'aspect, tu vois, financier, challenge, enfin voilà, quoique, mais dans le relationnel humain et puis aussi dans son fonctionnement un petit peu quotidien, quoi. Et moi, j'avais jamais vu la famille comme ça parce que je vois tellement la famille comme du relationnel et de l'émotionnel. Mais je pense que c'est hyper important d'arriver à respecter chaque être dans son entité pour pouvoir après avoir des relations, tu vois. Enfin, nous, on est 3, donc c'est plus facile. Toi, tu as 3 enfants, et plus les petits-enfants. Mais si tu arrives à respecter les besoins de chacun et l'espace de chacun, quand tu te vois à 2, à 3 ou à 5, tu as une meilleure dynamique, en fait. Alors nous, j'ai eu la chance de pouvoir tout le temps, dès que j'étais là, de rentrer à midi. Ouais, ça c'est... Et puis midi, c'est le moment de la famille parce que les enfants sont pas fatigués. Ouais. Tu as toute une dynamique de la journée Ouais. qui est là. Le soir, on peut aller faire des activités parce qu'il n'y a pas de souci. On a vu tout le monde. Et c'est à midi, tout était discuté à table. Ouais. Donc il y avait un échange qui était Ouais. déjà très enrichissant. J'avais aussi ma chance, c'est un peu vieux jeu. J'avais ma femme qui était à la maison, qui s'occupait de ça. Mais avec le boulot que j'avais et tout, ben, je ne pouvais pas faire autrement. Ah ben, enfin, à un moment donné... Je partais le dimanche soir souvent et je revenais le vendredi soir à l'époque. Et j'avais pas été là la semaine. Ouais. Donc cet équilibre, cette complémentarité était très importante pour y arriver. Et cet échange, il est toujours resté. On en discute, on discute de tout, toujours à table. C'est le meuble le plus important de la maison, pour justement pas rater quelque chose. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai vécu la même chose en fait en étant gamine. Tu vois, mes parents avaient une entreprise de construction métallique. Je pense que j'en ai parlé dans chaque épisode. non, mais tout ça pour dire qu'en fait, ben, tu vois, on rentrait manger. Enfin, ma maman, elle arrêtait de bosser à 11h30 pour aller faire le repas et tout. Nous, on rentrait de l'école. Mon papa, il arrivait midi 10 parce que sur les chapeaux de roue. Mais on avait vraiment voilà, un repas de famille. On parlait de notre matinée. Lui, il racontait ce qu'il avait vécu au travail. Il discutait d'un peu de client. Il disait tout ce qui se dit ici, ça sort pas d'ici. Et puis, il y avait vraiment, tu vois, un esprit de discussion, vraiment un échange et un partage. Le soir, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait nos sports respectifs. Ouais. Enfin, voilà. Et moi, jusqu'à maintenant, j'avais pas vécu ça dans ma famille actuelle avec mon fils et mon mari, parce que mon mari rentrait pas manger. Moi, j'étais toujours un peu en vadrouille. Puis mon fils était, tu vois, à l'accueil de jour et tout. Et depuis cet automne, il y a un jour par semaine, en plus du mercredi, où mon fils rentre manger. Et je dis, maman, du coup, viens manger. Moi, je dois être là. Ça tombe bien, c'est le lundi, donc c'est pas un jour où tu vois où je me retrouve en formation en entreprise, mais c'est juste génial, quoi. Ouais, je pense on doit prendre le temps. Hein. C'est nouveau, c'est comme toute relation, tout. On doit prendre le temps. Si on prend pas, on n'arrive pas. Et puis, moi, je trouve finalement pour avoir fait un peu comme toi, alors avec moins d'expérience, parce que je suis plus jeune, mais d'avoir bossé comme une folle et de m'être trop investie et quelque part d'avoir à un moment donné, alors cette fois-là, j'ai pas fait un burn-out, mais avec le décès de mon père, j'ai réalisé plein de choses. Tu dis non, mais attends, bosser comme des fous tout le temps, puis vivre pour ça, puis s'impliquer tellement que finalement ça te grille à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment ça la vie, quoi? Ou alors est-ce que la vie, c'est ce moment à table à midi avec la famille, quoi? Alors tu vois, maintenant moi avec mes gamins, j'étais loin toute la semaine, hein, souvent. Je revenais donc une semaine sur 2, j'étais loin, je voyageais en Europe, mais je voyageais énormément en voiture et tout le temps. Donc ils me voyaient que le week-end. Aujourd'hui, je suis grand-papa, mais je profite de mon petit-fils de manière complète. Il est tous les mardis chez nous, parce que ma femme le garde tous les mardis, mais j'en profite complètement différemment, et beaucoup plus de manière intensive. Qu'à l'époque, parce que justement, tu réalises qu'il y a d'autres choses dans la vie que uniquement le boulot. Bon, mais peut-être c'est nos chemins de vie, quoi. On doit passer par là pour réaliser. Il y a d'autres qui ont réalisé tout de suite, quoi. Voilà. Mais après, c'est aussi, je pense que c'était aussi une question d'éducation. Enfin, tu vois, maintenant, il se passe d'autres choses. Enfin, tu vois, les Y, en fait, ils ont plus envie de s'éclater dans leur job et de bosser moins, d'avoir un équilibre de vie privée pro. Et puis, nous, on était éduqués. Mais il faut que tu bosses, quoi. Il n'y a rien d'autre dans ta vie, quoi. Il y a le job, point. Enfin, l'ultra. Il faut ramener avant de pouvoir avoir, je veux dire, voilà. Donc, il fallait construire, quoi. C'était évident, quoi. Alors, bon, on va quand même gentiment arriver au bout, parce que ça fait déjà un moment qu'on discute. Si toi, tu avais là maintenant, tu vois, un peu avec le recul sur ta vie, tu fais un arrêt sur image, et si tu te revois, tu vois, je sais pas, à 40 ans ou à 30, est-ce que tu aurais un conseil à te donner Ouais, alors c'est par rapport à l'entreprise. Je pense que je suis rentré trop tôt dans l'entreprise. Dans le cas, donc je pense dès qu'on prend un challenge comme j'ai pris, c'est très important d'arriver avec un gros bagage déjà derrière. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, je suis encore là, typiquement comme les Japonais font.
grandis dans l'entreprise. Or, les gens, tu travailles très bien avec les gens, mais des fois, tu as un manque de crédibilité. Tu prends des positions par rapport à l'estomac, comme tu le sens. Ça a été juste, hein, la preuve, comme ce que c'est devenu. Ben, oui. Mais tu n'as pas cette expérience et ce background qui fait que tu es beaucoup plus mature dans ta prise de décision. Donc, ça veut dire que tu aurais fait quoi? Tu aurais été faire quelques autres entreprises à côté, je pense que, alors maintenant j'ai mon fils, on a une entreprise familiale, peut-être qu'un jour ça se fera, peut-être pas, c'est comme est la vie, donc c'est sa vie à lui. Puis donc, si ça se croise ton fils bosse là aussi? Non, il a une autre entreprise, il travaille dans une grosse entreprise, un challenge, etc. Et clairement, d'abord le but c'est d'acquérir un tas d'expériences. Puis après, si la vie fait que ça peut jouer, tant mieux. Si ça ne joue pas comme ça, c'est qu'il a une belle expérience professionnelle, donc autant qu'il la continue. Donc, je pense qu'il y a aussi une évolution de ce côté-là, l'entreprise familiale. Si l'entreprise va bien, la famille va bien. C'est souvent malheureusement, ça mélange les deux. Et ça complique après ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe dans l'entreprise va dans la famille, puis ce qui se passe dans la famille va dans l'entreprise. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon après, le truc, c'est que tu es quand même humain, donc tu restes qu'une seule personne. Et puis, ma foi, il y a des vases communicants sur lesquels tu peux pas toujours fermer les vannes. Quoi. Exactement. Mais si tu as plus de maturité, tu peux être beaucoup plus... je veux dire, si tu dis non, ça a beaucoup plus de valeur peut-être aussi que si tu as un plus grand bagage peut-être. Donc, sinon le reste, non. Tu ne changerais rien. Non, rien. Ok, c'est très bien. Et puis l'expérience du burn-out, c'est, je veux dire, c'était clairement un plus pour moi. Il était très dur. J'ai dû apprendre énormément sur des choses où jamais mais heureusement, parce que c'est un enregistrement après. Donc, on grandit des moments difficiles, même que sur le moment, tu vois pas ça. Mais, exactement. Et du coup, je pose juste encore une question qui n'a rien à voir avec tout ce que je vais te poser, mais parce que toi, tu approches de la soixantaine, le CEO, 63 ans, ça se prépare la transmission d'une entreprise? Alors, on a encore des problèmes de succession ici avec mon oncle, c'est pas encore complètement réglé. Donc, M. Heger, qui a 82, qui est tout le temps en train de venir ici, etc., alors qu'il n'a plus du tout une activité dans l'entreprise. Alors moi, ça ne se passera surtout pas comme ça. Donc moi, à 65 ans, j'ai posé des plaques. 70 ans, je ne suis même plus au conseil et je n'ai plus d'action. Donc mon schéma est clairement défini. Parce que soit il y a une suite dans la famille qui reprend derrière tout, soit c'est pas moi à cet âge-là qui vais pouvoir faire le boulot bien. Donc il faudra bien que quelqu'un d'autre le fasse et qu'il ait le moyen de les faire, c'est-à-dire pour le bien de l'entreprise, pour les 400 emplois qu'on a, de façon à ce qu'il y ait une pérennité dans l'entreprise. Quoi. Parce qu'à bout d'un moment, tu n'es plus en contact avec la réalité. Donc, tu vis sur le passé. Et au moment où tu vis sur le passé, c'est très dangereux pour une entreprise parce que tu n'arrives pas à évoluer. Je pense que tu dois surtout tourner plutôt vers l'avenir. Exactement. Ok, c'est génial. Merci beaucoup, Michel, pour ta transparence. J'ai eu du plaisir aussi. Je ne l'ai jamais fait. Sympa. Puis, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en Suisse qui ont fait des interviews podcast, mais ça va changer. Ok, très bien. Merci beaucoup pour l'initiative. Avec plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes, 5 ça serait génial, et puis partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch/newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.